Salut à tous, on est de retour, la quotidienne roue libre est de retour, ça fait du bien de vous retrouver avec après notre petite journée de repos. Eh bien oui, nerveusement Polo, ça fait du bien de se reposer un peu. Oui, ça fait du bien, on s'est reposé, on a pu aller chez le coiffeur, on a pu se raser, on a pu faire des belles choses du quotidien, mine de rien. Donc voilà, il nous fallait ça pour attaquer les Alpes en pleine forme. Se raser, ça reste à voir de mon côté, mais bon, on va Oui, mais toi, Joseph, tu n'as pas eu la même journée que nous, Joseph. Voilà, il faut le dire aussi. Joseph a beaucoup travaillé. Mais ça ferait du bien effectivement de se raser, parce que là, ça commence à pousser tranquillement, mais sûrement. Ça va, Robin? Ça va très bien. Moi, j'ai pas eu non plus la même journée que Paul. Paul, il fait des trucs efficaces quand il a un jour de repos. Moi, beaucoup moins. Ouais. Robin, quand tu lui as dit pas de journée pas d'émission roue libre, il était triste. Oui, un petit peu. Mais bon, après, je me suis dit finalement, ce sera une bonne chose. On reviendra encore plus frais. Exactement. Donc, pour entamer les Alpes. Et en plus, il y a un gros programme aujourd'hui dans Roue Libre. On va débriefer l'étape de Nîmes. On va débattre sur Warren Barguil. Qu'est-ce qu'il peut viser dans les Alpes. On va faire une preview de l'étape de Gap qui est aujourd'hui. On va répondre comme d'habitude à toutes vos questions dans la chatroom. On va raconter l'histoire d'un grand monsieur du vélo. Lequel, mon Robin? Luis Ocaña, quand même la très grande classe. Un très très grand grimpeur. Et on terminera comme d'habitude par le quiz. Les amis, on peut lancer l'émission. Je vois que tout le monde est chaud dans le chat. On peut se lancer avec le débrief. C'est parti. Victoire de qui hier? Caleb Ewan, c'est ton pronostic? Non, victoire de Joseph. Victoire de Joseph. Polo, comment expliques-tu ces bons pronostics de Joseph à chaque fois? C'est un mystère, j'allais te dire. J'ai appuyé sur la chance du débutant, mais tu n'es finalement pas trop un débutant du cyclisme. Donc, très chanceux malgré tout. Très chanceux. Les gars. Donnons-lui des félicitations méritées. Caleb Ewan, il a bien senti que Caleb Ewan est fort après les journées de repos, comme il avait été la semaine passée. Il se fallait le sentir, on ne l'a pas senti. Bravo à toi, Joseph. Donc victoire d'Ewan devant Viviani et Groenewegen. Robin, ça y est, on a l'impression qu'il y a eu le déclic quand même pour Caleb Ewan. Ouais, moi il m'a impressionné Caleb Ewan parce qu'on en parlait la dernière fois. Après sa première victoire d'étape, j'avais déjà dit que j'étais surpris et que moi je pensais qu'il allait courir autour tout le Tour de France. Finalement aujourd'hui c'est le seul sprinter qui a 2 victoires. Alors que les Groenewegen, Sagan, Viviani sont à une seule. Donc ouais, il m'a impressionné, il a lancé le sprint quand il fallait et j'ai l'impression que c'est le seul qui avait vraiment repéré un peu cette arrivée, enfin en tout cas qui savait ce qui l'attendait parce qu'il a lancé le sprint en fait à 200 mètres et les autres je sais pas ce qu'ils faisaient, ils ont lancé à 50, donc c'est un peu juste quoi. C'était un sprint assez étonnant, Paul. En fait, il n'y avait que Elia Viviani qui avait Riquezé. Tous les autres étaient un peu tout seuls dans les 500 derniers mètres. Elia Viviani avait son train qui s'est mis en place tard. Et c'était très bien joué de la part de Quick-Step. Et au final, Viviani peut vraiment s'en vouloir, comme beaucoup de fois sur ce Tour de France. C'est que la Quick-Step a un train fantastique. Il le dépose vraiment à 100 mètres de la ligne à chaque fois. Ils ne peuvent pas faire mieux. Et en l'occurrence, contrairement à Groenewegen, qui lui, je trouve que son train, il y avait qui? Amund Janssen et il y avait Tennyson. Personne dans les 500 derniers mètres, mais avant, il a été un peu protégé, évidemment. Si, ouais, à la fin, puis t'as Tennyson qui est obligé de l'emmener pendant 400, 500 mètres et c'est pas possible. Après, Groenewegen est obligé de lancer de loin. Finalement, il lance pas, il préfère se mettre dans la roue du train de la Quick-Step. Il a du mal à se faire une place dans la roue. Mine de rien, il se retrouve enfermé. Et Caleb Ewan, lui, qui finalement... Il se fait manger par Sagan aussi quand ça frotte. Et finalement, en fait, Ewan, mine de rien, c'est lui qui avait le plus gros punch, mine de rien. Il repart de très loin. Il part de loin, mais il fait un très beau sprint, un sprint de très costaud. Il disait pendant l'étape qu'il se sentait pas bien. Il était à 2 doigts de dire à ses coéquipiers d'arrêter de travailler en tête de course. Finalement, il s'est bien fait la cerise sur la fin d'étape. On a Caleb Ewan du coup qui a réagi à cette belle victoire et dit je pense qu'avoir mon épouse et ma fille à l'arrivée m'a beaucoup motivé. Je réagis assez bien aux jours de repos et je suis souvent assez performant le lendemain sur ce sprint. Le timing a été bon. J'ai eu le temps de bien me positionner avec beaucoup de puissance. En plus, Romain, il a pris un écart de la part de Riquezé qui s'est étonnamment décalé, quoi. Il y a quelqu'un qui nous le soulignait dans le chat, je crois que c'est Ludo, et qui a raison. Au moment où il est à son pic de vitesse, je pense qu'Aleb Ewan, il est en train de remonter tout le monde et ouais, il se mange Riquezé. Bon, après, on sait que c'est pas évident de s'écarter dans un sprint. Je veux dire, quand tu as fait ton travail de. C'est pas le style de Riquezé en plus. Non, pareil. Je pense pas que ce soit volontairement pour le gêner, mais c'est vrai que ça lui a fait faire un petit écart dans son sprint. C'est pas évident, il s'en sort bien. C'est un petit peu un esthète sur le vélo, un mec assez habile. Il vient de la piste aussi. Voilà, il y en a d'autres qui seraient peut-être pas tombés, mais qui auraient arrêté de pédaler pendant quelques secondes et qui auraient perdu le sprint. Voilà, après, moi, j'ai été quand même très déçu, comme le dit Paul, d'Elia Viviani, parce que quand tu es amené dans des conditions aussi bonnes, t'as pas le droit de te planter. Je veux dire, Elia Viviani, ça fait 3-4 jours qu'il attend ce sprint.
il a le droit d'aller sur Google Earth, de faire de la vidéo, de regarder à quoi il ressemble au final. Parce qu'en fait, il a attendu les 50 derniers mètres. Je veux dire, il a le droit aussi de regarder les pancartes. Quand il voit qu'il reste 100, bah, si t'es pas déjà en train de sprinter, c'est trop tard. Donc franchement, j'ai un peu eu du mal à comprendre ce que faisait Viviani. Et après, je pense que Groenewegen et Sagan se sont fait un peu piéger parce qu'ils attendaient que Viviani lance. Et le seul qui a finalement réussi à pas se faire piéger et à faire son sprint sans se soucier des autres, c'est Ewan, et ça lui réussit. En plus, il récompense un certain travail d'équipe, Paul, parce que la Lotto Soudal a roulé toute la journée, a roulé énormément. Ils ont laissé jamais plus de 2 minutes d'avance à l'échappée, je ne sais même plus exactement. Oui, c'était ça, c'était Mais autour c'était étonnant. autour de 2 minutes. Bah, de toute façon, c'était dit et acté que cette étape irait pour les sprinters. Ils ont Après, peur, en fait, vraiment de. Ils bah, voulaient, après, de toute gérer le façon, plus il y avait possible. aujourd'hui, et puis après, maintenant, c'est les Champs-Élysées, leur chance pour eux. Donc, mine de rien, il n'y en avait pas beaucoup des étapes pour eux. C'était sûr et certain qu'ils n'avaient pas laissé leur chance passer aujourd'hui, même si, comme Caleb Ewan l'a dit à l'arrivée, il hésitait parce qu'il était vraiment pas en forme et il hésitait à faire relever son équipe. Et je pense que finalement, il y a Viviani, il y a un peu de ça aussi. On l'a vu beaucoup travailler dans les Pyrénées pour Julien Alaphilippe. Il était peut-être pas en forme aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il gagnait pas, c'est peut-être pour ça qu'il lance son sprint aussi tard. C'est que Elia Viviani n'était peut-être pas aussi en forme que ça. On voit le classement du maillot vert qui s'affiche avec un Peter Sagan qui a 85 points d'avance désormais sur Elia Viviani. Voilà, c'est dans la poche pour Peter Sagan, sauf grosse catastrophe évidemment, et qui rallierait pas Paris, mais on ne pense pas qu'il devrait battre le record d'Eric Zabel. S'il a rallié Paris l'année dernière, il peut rallier Paris cette année sans problème. C'est vrai. Exactement. Il restera donc qu'un seul sprint pour les Champs-Élysées, comme Paul le souligne. Dans cette étape, donc, il y a l'échappée, Polo. Oui. Cette échappée où c'est Alexis Goujard qui a été élu super combatif, mais Stéphane Rossetto, lui, de son côté, il commence à se mettre un peu dans la poche le titre de super combatif. Là. Ouais, voilà, il était combatif du jour et le super combatif, à mon avis, sera Super dur. combatif du jour, c'est Alexis Goujard. Oui, c'est Voilà, ça. Et le super combatif, du coup, ce sera sûrement Stéphane Rossetto sur ce tour. Alexis Goujard, de toute façon, qui était le plus en forme hier, on l'a vu envoyer des relais incroyables à l'arrivée, qui a peut-être donné une autre dimension à cette fin d'étape, à cette échelle, puisqu'à un moment, on s'est dit peut-être que, on n'y a Ouais, pas c'est cru très Après, à 2 longtemps. bornes, quoi. C'était Mais bizarre. Hein, c'était bizarre. Ils ont vraiment remis la marche en route sur les 20-15 km. Franchement, c'était une belle échappée avec des mecs qui sont bien entendus. Je pense que Stéphane Rossetto doit l'avoir un peu meilleur que la fois où il était échappé avec Aimé de Ghent. Ouais, c'était une belle échappée avec des mecs qui ont bien roulé tous ensemble. Lars Bach, pour son dernier Tour de France, a fait le taf aussi. C'était très cool. Une échappée très cool. Et pourtant, ils ont jamais eu. C'était incroyable. Pendant 100 bornes, ils avaient une 30 d'avance, quoi. Donc, ils Ils y ont cru. Bah, eux, j'ai l'impression qu'ils y ont jamais cru, sauf quand il restait 20 bornes et tu te dis, bah, on a encore 1 minute en fait. Donc, peut-être. Et finalement, ça se joue pas à grand chose. Je crois que les équipes de sprinters se sont fait un peu peur. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Il revenait trois fort, bornes, deux bornes. après il reperdait du temps, et puis il revenait, reperdait. C'était bizarre. Ça, tu Vraiment joues, un jeu de lâcher. mais c'est un jeu où tu peux aussi perdre. C'est déjà arrivé par le passé, même si là, mine de rien, maintenant, ça arrive de moins en moins rarement que En les. troisième semaine, avec les des équipes équipes de un peu sprinters, moins se ratent. rodées, un peu moins d'hommes, quand tu vois qu'il manque Ça un aurait Van Aert, pu. par exemple, chez Jumbo Visma, je pense qu'ils se sont fait une petite frayeur malgré tout sur la fin. Heureusement que le peloton les a gardés pas trop loin. Bah, au final, ouais, c'est vrai, Jake Dax qui le dit avec de tels rouleurs. On a même vu qu'à un moment, ils se sont restés, je sais pas, pendant 800 mètres, 1 kilomètre, avec Ouais. 100 mètres de différence. Ils arrivaient même plus à faire le trou, les Lotto Ah, Soudal. mais clairement. Il s'est passé deux choses, deux chutes dans cette étape-là. D'abord, la chute de Geraint Thomas, sans gravité, mais ça touche toujours un peu la confiance, Robin. Ouais, c'est jamais très rassurant et on peut dire que c'est la malchance quand on tombe une fois. Quand tu tombes 3 fois sur le Tour de France, c'est pas que ça. Voilà, on se rappelle de grands coureurs, notamment Alberto Contador, qui tombait jamais dans ses premières années et qui quand il a commencé à être sur le déclin, qui est beaucoup allé au sol. C'est toujours significatif. Mark Cavendish, c'est un petit peu pareil aussi. Donc voilà, quand on tombe régulièrement, c'est jamais bon signe et surtout, c'est jamais vraiment le hasard. Le brassard qui demande, Paul, est-ce que les chutes de Geraint Thomas sur le symbole d'un manque de concentration? Non, je pense pas que ce soit un manque de concentration, même si là, pour le coup, la chute d'hier, c'est un manque de concentration. Il a dit qu'il n'avait pas les deux mains sur le vélo, que mine de rien, il a touché avec un de ses coéquipiers. Ça, c'est du manque de concentration. Mais il y a un fait récurrent chez cette équipe Sky, que ce soit Thomas ou Froome, de coureurs qui chutent souvent. Après, ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que ça fait 2 grosses chutes quand même pour Geraint Thomas, que ce soit celle-là ou celle je compte pas celle du début du Tour, mais plus celle du Tour de Suisse, où il tombe fort sur un côté, sur l'épaule, et où son épaule tient, contrairement à d'autres. Donc c'est quand même aussi fort que c'est un coureur aussi solide, même s'il chute, il n'est pas à terre, il n'est pas battu dès qu'il touche le sol. Donc
certes, il y a chute, il y aura petite séquelle peut-être physique, on verra aujourd'hui comment ça réagit, mais il a encore cette journée d'aujourd'hui pour se refaire la cerise s'il a encore un peu les séquelles de cette chute, mais rien d'inquiétant pour Thomas. On voit à l'écran, Polo, Jakob Fuglsang avec son maillot Astana, du coup, qui lui, par contre, a chuté, mais a abandonné. Et c'était un des favoris du Tour de France avant le Tour de France, vainqueur du Critérium du Dauphiné. On a l'impression qu'il est allé au bout de son calvaire, en fait, Jakob Fuglsang, là. Ouais, il était 9e du classement général. Je pense que de toute façon, il n'était pas satisfait de là où il était. Et je ne sais pas s'il avait été mieux classé, s'il aurait réussi à se motiver pour rester en course, ou si de toute façon c'était. Il avait l'air motivé pourtant. Parce que finalement, il n'y a pas de fracture, il me semble, à l'arrivée. Donc c'est sûrement des grosses contusions. Voilà. Est-ce qu'il était possible de continuer? Je ne sais pas, il n'y a que lui qui en vérité qui le sait. Mais continuer dans ces conditions-là, de toute façon, avec déjà la chute du premier jour, celle-là désormais, la veille d'entamer des étapes compliquées, et quand tu n'es pas très bien classé, en tout cas moins bien que ce que tu espérais au classement général, ça annonçait pas une bonne traversée des Alpes, donc c'est logique un peu de le voir abandonner. Et il a réagi sur Twitter en disant qu'il était déçu, évidemment, mais qu'il avait trop mal pour continuer, qu'il était motivé pour la dernière semaine et se battre pour remonter au classement général. Rater cette bataille de cette manière, je suis terriblement déçu. Est-ce que tu penses qu'il serait remonté, Polo? Si C'est un peu peine perdue. Enfin, vraiment, hier, je regardais ce que disait Fofana, je regardais ce que disait Fuglsang. Ils y croyaient beaucoup, Astana, à ces 3 étapes alpestres, avec un Fuglsang qui, certes, a perdu un peu de temps, mais peut-être à l'image, on en parlera plus tard dans cette émission, d'un Barguil, de tenter un coup en anticipant, de remonter aussi au classement général. Ils y croyaient vraiment beaucoup à Astana, et là, je pense que là, ils ont pris un gros coup sur la tête, surtout Fuglsang, qui est vraiment maudit sur ce Tour de France. Après son raté de l'année dernière et son abandon il y a 2 ans, où lui aussi, il sortait d'une victoire sur le Dauphiné. 5e général à l'époque. C'est un peu dommage. Donc voilà, il y a eu ce genre de fait. On voit Geraint Thomas à nouveau à l'écran qui est tombé, mais comme quoi, on le rappelle, ce genre d'étapes, elles sont plates, mais elles sont toujours dangereuses potentiellement pour les leaders. Il y a un leader d'équipe dont on va parler, c'est Warren Barguil dans le débat, parce que voilà, il est 11e du général et désormais les Alpes arrivent et on va se demander, voilà, qu'est-ce que va faire Warren Barguil dans les Alpes? C'est parti pour le débat. On va découvrir du coup le classement de Warren Barguil dans ce Tour de France. Il est actuellement 11e à 7,22. On le voit quand il portait ce maillot à pois. Il a déjà brillé sur le Tour de France. Warren Barguil, Polo, quand on te dit Warren Barguil, qu'est-ce que tu en attends pour cette 3e semaine? Qu'est-ce que j'en attends? La vraie question, c'est de savoir s'il doit jouer le général ou plus anticiper pour les étapes. Moi, je pense qu'il doit jouer le général parce que, pour la raison simple, c'est qu'en jouant le général, il peut aussi avoir sa chance dans les étapes, beaucoup plus que si, à mon avis, il tente des échappées de loin, échappées qui ne sont pas toujours sûres d'aller au bout. Surtout là, vous allez avoir une énorme bataille dans les Alpes avec des profils qui ne correspondent pas forcément à des coups de loin. Un peu à l'image de ce qu'il a fait à l'Isoire l'an dernier ou de ce qu'a fait un Thibaut Pinot au lac de Covadonga sur la dernière Vuelta. Il peut à la pédale, anticiper peut-être dans les derniers cols, partir 2 ou 3 km avant que la grosse bataille commence, essayer de faire un écart. Warren Barguil, on sait qu'il récupère bien, on sait que là il est en forme, on sait que la chaleur il aime ça, il va pas être emmerdé par les prochaines physionomies de course, et puis il peut viser un top 10 au classement général, et il ne faut pas minimiser un top 10 au classement général. Il a 50 secondes du 10e au général qui arrive. 58, ouais, je crois. 58. Et ça, c'est pas négligeable. Ok, on a été habitué avec Bardet, Pinot et cette année avec Alaphilippe à tutoyer les sommets des classements généraux sur le Tour de France. Mais un top 10 en classement général, c'est vraiment une très belle performance. Et en plus, je pense que ça peut l'aider à aller chercher une étape. Donc, franchement, si j'étais lui, j'essaierais de m'accrocher à la pédale sur ces étapes alpestres. C'est compatible pour toi, ces deux éléments, classement général et étape? Non, Robin. moi je trouve pas en fait. Je trouve qu'il va falloir choisir pour Warren Barguil. Et à choisir, moi j'irais essayer à tout prix d'aller chercher une victoire d'étape. Parce que un top 10, oui, c'est très bien. Et finalement, ça montre le niveau que tu as eu sur 3 semaines. Et c'est peut-être même plus dur d'aller chercher un top 10 au général qu'une victoire d'étape. Mais ce qu'on va retenir, c'est les vainqueurs d'étape. Et pour une équipe comme Arkea, qui a dans ses rangs Warren Barguil depuis 2 ans, qui pour l'instant en a très peu profité. Alors il y a ce titre de champion de France qui est arrivé récemment, mais jusque-là c'était assez catastrophique. Je pense que cette équipe Arkea, qui est anciennement Fortunéo, qui n'a jamais gagné sur le Tour de France, ils ont besoin d'une victoire d'étape plus que d'un top 10 au général, pour légitimer tout ce qui est fait depuis des années dans cette équipe, pour légitimer le gros recrutement qui avait été fait avec Warren Barguil et qui va suivre parce qu'il y a eu Greipel et on parle d'autres coureurs ensuite, notamment de Nairo Quintana. Donc le problème, c'est que évidemment il reste plus que 3 étapes, enfin 4 si on prend celle d'aujourd'hui, pour Warren Barguil tenter un coup. Les probabilités que l'échappée aille au bout, elles sont pas bien grandes.
Et en plus, il est un peu trop près au classement général. Et c'est pour ça que je dis que, de mon point de vue, ça va être très compliqué de jouer les deux de front. Parce que Paul, tu compares à 2017 où il fait un top 10, mais c'était légèrement différent. J'ai noté 2-3 trucs. En 2017, quand il gagne sa première étape à Foix, il est 19e au général et il est à 16 minutes du maillot jaune. Donc là, on lui laisse un champ monstre parce qu'il n'est pas dangereux du tout. Mais je parle de pas l'étape de Foix, plus de celle de l'Isoard qui arrive à peu près au même, exactement, moment. Ouais, dernière étape de montagne. Il est 10e avant l'étape, donc il est, on va dire, au niveau du classement dans les mêmes eaux, sauf qu'il est beaucoup plus loin, il est à 8 minutes 30 du podium. Alors qu'aujourd'hui, il est à 5 minutes 30 du podium. Ça veut dire que tu vas avoir vachement plus de mecs qui vont en fait paniquer quand ils vont voir Warren Barguil partir devant, parce qu'ils vont se dire que c'est un mec dangereux pour leur propre position. Alors qu'il y a 2 ans, les mecs qui jouaient le général, donc c'est les 3-4 premiers, donc Froome, Bardet, Uran, ne s'occupaient pas vraiment de Barguil. Ils n'étaient pas du tout inquiets de voir Barguil partir devant. Cette année, ce sera la même chose. C'est pas ils ne sont pas sur les mêmes courses. Et on l'a bien vu notamment quand Barguil a accéléré sur le Tourmalet. S'il doit reprendre 8-30 ou 5-30, c'est pas la même chose. 5-30, tu as beaucoup plus de mecs qui vont se réveiller rapidement et se dire 5 minutes 30, ça veut dire que les mecs qui sont de 4e à 10e, donc ils sont 6-7, ils ont de quoi avoir peur un petit peu de Warren Barguil. Alors que quand tu as 8 minutes 30 à reprendre, il y avait peut-être 2-3 mecs, ceux qui étaient juste devant au général en 2017, qui craignaient Warren Barguil, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est ça, mais la différence, c'est que tant que tu as un mec qui craint que Warren Barguil le rattrape, c'était le cas sur les Oirs, comme tu l'as dit. Je pense qu'il se battait avec un Contador qui devait être à l'époque 9e au classement général, qui avait lui aussi attaqué. Là, pour le coup, je pense que Warren Barguil va arriver vraiment très fort sur ces Alpes. Et quand je vois les déclarations d'Emmanuel Aubert ou même les siennes, ils sont vraiment beaucoup de confiance. Et ça voudrait dire que Richie Porte devrait réagir à une attaque de Warren Barguil. Est-ce que Richie Porte en serait capable? Est-ce qu'un Fuglsang n'est plus là? Est-ce qu'il y a encore un Valverde qui est devant lui, un Quintana aussi? Est-ce que ces mecs-là seraient capables de réagir? On voit la déclaration de Warren Barguil. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon bilan par rapport à l'an passé, qui avait été un vrai supplice. J'ai connu quelques guerres cette saison. Retrouver un bon niveau en montagne sur ce tour, c'est plaisant. Moi, je pense. D'accord, c'est fort ce qu'il fait Barguil sur ce Tour de France. Mais est-ce qu'on s'en rappellera autant que s'il gagne une étape? Je sais pas. Moi, je pense que si à la pédale, il va chercher une 8e place. Mais c'est encore mieux que pour moi de 2017 en termes de classement général, puisque en 2017, comme tu l'as dit, quand il va gagner à Foix, il fait quand même un bon rapproché au classement général. Et là, quand on connaît le débours qu'il a pris sur le contre-la-montre par équipe, quand on connaît le débours qu'il a pris sur le contre-la-montre, aller chercher à la pédale, il peut viser une 8e place au classement général, ce serait énorme. Et je pense qu'en plus de ça, il peut sentir des bons coups, peut-être en anticipant vraiment de loin, vraiment dans le style Thibaut Pinot de la fin de Vuelta l'an dernier. Et 8e place au général, ce que dit Polo, c'est Alejandro Valverde qui est actuellement 8e. Il a 2 minutes 22 de retard sur Alejandro Valverde. Il va prendre des tirs quand ça va passer au-dessus des 2000 mètres. Là, on va y passer 6 fois, je crois, ou 5 fois dans les 3 prochains jours. Que Barguil puisse rentrer dans le top 10, ça, j'en doute pas vraiment. Pour moi, il a clairement les jambes en ce moment pour aller faire une 8, 9 ou 10e place. Le problème, c'est que jouer le général, ça lui met une épine dans le pied pour cet objectif qui est soi-disant l'objectif prioritaire de gagner une étape. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, si Warren Barguil part dans une échappée le matin, en début d'étape, que ce mais soit. Ça, c'est impossible, je pense. Voilà, personne va le laisser partir, on est bien d'accord là-dessus. Polo, je pense pas que c'est ça. Alors, du coup, comment il fait pour gagner une étape? Mais du coup, toi, tu me dis, il faut qu'il soit le meilleur à la pédale dans le dernier col. Non, mais je suis d'accord, il est très fort, Barguil, mais justement, c'est anticipé comme à l'Isoard, c'était pas le meilleur à la pédale. Tu vois, moi, je me réfère vraiment à ça. Il est quand même très dans l'Isoard, Paul. Il est fort. Pour moi, il est très fort. Et la différence aussi, c'est que sur ce Tour 2017, il arrive dans l'Isoard, certes 10e du général, mais sans avoir joué le général exprès. C'est-à-dire que du coup, il a récupéré du temps à Chambéry, à Foix, mais il y a des étapes où il avait complètement lâché. Et du coup, tu peux pas être 10e du général et complètement lâché. Pas en 3e semaine. À la fin peut-être moins, mais il avait lâché sur certains jours. Alors que là, depuis le début du Tour de France, il n'y a aucun jour où il a perdu du temps volontairement. En 2017, à la planche des belles filles, il fait coucou à la caméra, il perd du temps exprès. Là, cette année, à la planche des belles filles, il s'est accroché avec tout le monde. Donc c'est quand même pas la même course. Ça veut dire qu'il n'arrive pas dans le même état de fraîcheur non plus sur ces 3 dernières étapes que la fraîcheur qu'il avait en 2017. Après, de ce qu'ils se disent, et encore une fois, je cite Emmanuel Hubert qui était sur le plateau des Rois de la pédale. On a des déclats d'ailleurs d'Emmanuel Hubert. Antoine, si tu peux y aller, notamment il dit que l'un peut aller avec l'autre. C'est ça, en général et victoire d'étape. Et mine de rien, je suis assez d'accord avec lui pour une fois. Warren Barguil a une grosse faculté de récupération, il aime beaucoup la chaleur et on en annonce. Je suis persuadé qu'il pourra jouer avec les tout meilleurs dans les Alpes. Je suis d'accord avec ça. Et je suis aussi d'accord avec sa deuxième déclat qui dit que justement l'un peut aller avec l'autre. Je pense que s'il tente une échappée de loin, ça ne va pas marcher parce que personne ne laissera sur la challenge. Tu as raison. Si il décide de perdre énormément de temps, par exemple demain, pour essayer de se rattraper, notamment sur l'étape de Tignes, non pas de Tignes, mais de Val Thorens. L'une des deux, ouais. Ou des deux d'ailleurs. Oui. Et ça, je pense que c'est un gros risque à prendre. C'est-à-dire que
tire une balle dans le pied, Ouais. dans le général, définitive, pour espérer prendre un coup qui va peut-être aller au bout. Si tant est que la Ineos ou la Jumbo-Visma ou Pinot n'ait pas de vue sur les étapes sur lesquelles il va tenter des coups de loin, moi je pense que la meilleure solution, c'est celle de s'accrocher à la pédale et d'anticiper la bagarre entre les favoris sur les derniers cols. C'est sûr S'il que est fort, il s'il faut qu'il avait soit dû- fort, quoi qu'il s'il arrive. avait dû perdre du temps, il fallait Il le aurait dû faire faire avant. avant. Il fallait le faire avant les Pyrénées pour qu'au moins tu aies, on va dire, 3 chances dans les Pyrénées, 3 dans les Alpes. Et tu multipliais tes chances de prendre une fois une bonne échappée. On a vu qu'en plus, il y en a rien que dans les Pyrénées 2 qui ont fonctionné avec Simon Yates. Voilà, Barguil, pour moi, aurait pu être dans ces échappées et être un concurrent pour Simon Yates. La vérité, c'est qu'en ayant joué le général jusqu'à maintenant et en se retrouvant 11e aujourd'hui, en effet, c'est très risqué parce que tu as très peu d'opportunités maintenant. Et saccager ton classement général pour une victoire d'étape qui est complètement hypothétique pour l'instant, bah oui, je pense, un risque qu'il ne prendra pas. Et il a raison de ne pas le prendre. Mais moi, je n'y crois pas à cette idée d'attaquer 2 km avant la grosse bagarre. Parce que ça veut dire que tu te crames un peu avant. Je veux dire, ça n'a fonctionné qu'une fois à l'Isoire. Parce que Barguil avait, disons-le, un niveau ahurissant qu'il n'a jamais retrouvé depuis. Mais Et là, il aujourd'hui, monte en même s'il est puissance. fort, pour moi, il est loin d'être le plus fort. Il est Après, pas, c'est pas Thibaut la Pinot le plus malais. la différence pour jouer classement général, plus que à la pédale, Warren Barguil, il peut profiter aussi des explosions d'autres coureurs. Bien sûr. Paul, tu parlais d'Alejandro Valverde parce que lui va sûrement travailler pour Landa. Mais par exemple, Rigoberto Urán et Richie Porte, tu les vois moins forts que Warren Barguil sur cette fin de Tour de France? C'est difficile à dire. Moi, en tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que Warren Barguil, on l'a vu, avec Emmanuel Hubert l'a dit, et on le sait, c'est que, encore une fois, je me répète, capacité de récupération plus, les étapes alpestres, il aime ça, les fins de Tour de France, il aime ça, et surtout, la chaleur aussi, il aime ça. Et si on risque d'avoir des grosses chaleurs, même si dès que tu vas passer les cols à 2000 mètres, finalement, ça va quand même un peu se rafraîchir. Il y a tout pour que Warren Barguil soit plus fort dans les Alpes que dans les Pyrénées. Après, on verra. Peut-être que ça va pas du tout se passer Mais comme je le dis, mais il monte. on est au moment, Depuis- Paul, où ça va bagarrer pour le maillot jaune. Et Pinot et Thomas et Bernal et tous ces mecs-là vont être à bloc aussi. Quelle étape vous voyez Mais- dans les 3 étapes alpestres qui est peut-être la mieux pour viser une victoire d'étape dans un premier temps? Moi, je dirais que c'est demain. Mhm. L'arrivée en descente au bas du Galibier. Ouais, moi aussi. Très bon descendeur, Warren Barguil. Ouais. Mais Ça dépend. Non, mais ça va. c'est pas sur ses qualités de descendeur qui fera forcément la différence, mais je pense que les arrivées au sommet, c'est encore plus difficile parce que les favoris vont encore plus se battre et tu perds beaucoup, quoi. Je veux dire, à Tignes, moi, j'imagine pas Barguil partir à 8 km et résister à Pinot et Thomas qui se bagarreraient en partant à 5 ou 6. Donc, Moi, j'y crois. Je pense que c'est le seul moyen pour qu'il gagne une étape. Je ne vois pas d'autres schémas de course, d'autres physionomies où il pourrait avoir une chance sûre de gagner une étape. Le meilleur moyen de se rassurer, même c'est ça aussi, même psychologiquement. Si tu vois que tu es à la pédale avec les meilleurs, psychologiquement, tu es plus fort que si en fait, tu ne crois pas en toi. C'est-à-dire tu fais exprès de perdre du temps pour essayer de partir dans les coups de loin, D'accord pour qu'il a anticiper la confiance. bagarre entre les grands favoris. Et puis surtout, il y a un Warren Barguil qui monte en puissance. Il a quand même eu 2 graves chutes cette année à Paris-Nice et au Tour de Catalogne. Et depuis, c'est bien ce qu'il fait. Que ce soit ses bons résultats sur le Dauphiné. Après, il a gagné les championnats de France en très costaud. On a un sur ce tableau, Tour de Antoine, France, si il est tu peux fort. le mettre de sa saison 2019, Polo, Ouais. tout à fait, qui résume effectivement Il sa résume saison 2019 où il a commencé assez bas, voilà, avec de grosses chutes dont tu parles. Et puis il monte en puissance. Est-ce que tu penses qu'il a visé cette 3e semaine du Tour de France ou pas particulièrement? Je sais pas, moi je pense qu'il est arrivé encore un peu en plein doute sur ce Tour de France, mais je pense que surtout ce début de Tour a dû le rassurer. Et à partir de ce moment-là, sachant qu'on connaît Warren Barguil qui marche vraiment beaucoup pas à la motivation, mais à l'aspect psychologique de ce sport, à l'aspect même romantique, parce qu'on sait qu'un peu un Thibaut Pinot, c'est quelqu'un qui fait vraiment du vélo par plaisir plus que par obligation ou par le fait que ce soit un simple job. Et là, je pense qu'il prend énormément de plaisir en ce moment. Le fait d'accrocher les meilleurs à la pédale, notamment sur le Tourmalet et un peu moins au Pradalbi, même si au Pradalbi finit juste derrière Alaphilippe, ça doit lui donner un plein de confiance. Et à mon avis, je pense qu'il sera redoutable sur les Alpes. Je voulais ouvrir maintenant le débat Barguil parce que je vois que dans le chat on nous demande voilà est-ce que dans le peloton en ce moment Quintana, Barguil parlent, etc. Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense pas qu'ils sont déjà ils sont pas encore ils coéquipiers. sont pas encore projetés sur la saison prochaine. Mais je voulais me demander, Barguil, là il vise le classement général, Robin. Ça veut dire qu'en fait dans son avenir il a envie quand même de jouer le classement général sur le Tour de France. Nairo Quintana va arriver. Alors comment tu vois cette collaboration entre les deux?
quand tu vois leur niveau actuel? Je pense que Warren Barguil, avec ce qu'il est en train de montrer, devrait garder peut-être pas une priorité, mais certains droits, certains privilèges chez Arkea et pouvoir plus ou moins choisir ce qu'il a envie de viser. Après, Warren Barguil, je pense qu'il sera toujours plus intéressé par les étapes et aller chercher un maillot à poids que par un classement général. Moi, je l'avais beaucoup suivi en 2017 sur son tour où justement il avait gagné 2 étapes et fait ce maillot à poids. Et il m'avait dit dès le début du tour, de toute façon, moi, sur le Tour de France, il me faudrait des circonstances déjà assez favorables pour faire un top 5. Il a encore dit, je peux pas gagner le Tour de France. Voilà, et il le disait à l'époque et il l'a répété. Voilà, lui, évidemment que c'est un rêve profondément de gagner le Tour de France, mais il ne pense pas que ce soit dans ses capacités. Donc, et il a pris, je pense, un plaisir monstre sur ce Tour 2017 où il gagne 2 étapes et où il fait maillot à poids, où il a eu l'amour du public qui était vraiment énorme, où il gagne une étape mythique au sommet de l'Izoard. Voilà, il est passé par toutes les émotions parce qu'il a aussi perdu une étape de peu sur ce Tour de France à Chambéry. Donc, je pense que c'est ça qu'il a envie de revivre. Et à l'inverse, je pense qu'un Nairo Quintana n'est pas vraiment capable de se détacher du classement général et sera forcé qu'il ne sait pas faire vraiment autre chose en vérité. Mais est-ce que Barguil, équipier de luxe, on l'a déjà vu avec Tom Dumoulin, on a vu comment ça a fini. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'accepter Nairo Quintana Non, comme leader? mais les deux ne seraient pas, je pense pas, ne sont pas capables d'accepter que l'un ou l'autre soit leader. Et je pense que de toute façon, lancer les deux sur un grand tour, sur le Tour de France l'an prochain, en regardant un peu qui est plus fort que l'autre, et après en tirant des conclusions, ça peut marcher aussi. Ineos, Sky l'a fait l'an dernier. Cette année, c'était un peu la même chose avec Movistar tu vas faire finalement. rouler Quintana pour Non, être équipier de Barguil pour faire Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, que personne ne doit rouler pour l'autre. Chacun doit faire son tour, comme le fait la Movistar C'est aujourd'hui. ce que dit Tips, par exemple. Quintana sur Vuelta Giro, Barguil sur le ça TDF. veut dire que tu es en World Tour. Hein. C'est pas gagné encore. Hein. Mais Oui, c'est vrai. après, à mon avis, Après, avec c'est pas gagné, mais c'est une les réformes World possibilité. Tour, l'arrivée de Quintana et tout, à mon avis, je pense que ça Pas peut dès quand même l'année prochaine. s'ouvrir. Normalement, Dans pas dès 2 l'année ans. prochaine. Ouais, Emmanuel Hubert, en tout cas, a dit dans 2 ans, Voilà. il a déposé une Sauf candidature cette année. Il sait très bien que Oui. c'est voué à l'échec. Sauf Dans que 2 ans, pourquoi pas? Sauf que dans 2 ans, Warren Barguil, on ne sait pas où il sera parce qu'il sera en fin de contrat fin 2020. Donc ton effectif chez Arkea en 2020, tu n'es pas du tout sûr d'avoir et Quintana et Barguil. Donc c'est quand même se projeter beaucoup dans quelque chose qui est quand même encore très incertain. Donc voilà pour le débat Barguil. Que doit viser Barguil? N'hésitez pas à le dire dans le chat, dans les commentaires. Ça nous intéresse Les pronostics évidemment ou pas toujours. sur Barguil, sur ce qu'il va faire sur ces 4 derniers Sur jours. Barguil, moi, sincèrement, je le vois faire terminer 8e et sans victoire d'étape. Ouais, pareil. Ouais, pareil. On est Voilà. d'accord finalement Bah oui, moi, je t'ai dit, la victoire d'étape, j'y crois pas trop. Sa seule chance, c'est de suivre parmi les meilleurs. Et en suivant les meilleurs, je pense qu'il va être fort et qu'il va remonter des places au Et pour ne classement pas dire comme vous, du coup, je vais dire 7e et pas de victoire d'étape. Je pense qu'il va sauter Uran et Richie Porte, mais et que Valverde va effectivement, comme le dit Polo, sortir du. Je prends un peu de vous deux comme ça et moi Ouais. ça me fait des bonnes idées. C'est grâce à ça que je fais des bons pronos, les gars. Je vous écoute. Non, Vous, on vous devrait écoutez plus- pas, On devrait plus s'écouter, ouais. Donc C'est voilà. vrai que Paul il met Groenewegen sur chaque sprint, moi je mets Sagan sur chaque sprint. Et les mecs ne s'adaptent jamais. Lui il a gagné avec Ewan et Viviani. Vous C'est avez vrai, une ça. nouvelle chance aujourd'hui pour faire un bon pronostic sur la 17e étape. On va voir pourquoi. C'est parti pour la preview de la 17e étape. Ça va arriver. Cette 17e étape, c'est simple, vous allez voir le profil, elle fait 200 bornes, elle part du magnifique pont du Gard et elle arrive à Gap. Il y a 2 difficultés, la première en milieu d'étape, la côte de la Rochette du Buet. Alors la côte de la Rochette, il y en a peut-être qui se posent la question, c'est pas la même que Bellocchi avait chuté ou Armstrong la avait fait un Roquette. travers champ. Ouais. La roquette Bellocchi. Peut-être Roquette ou Rochette, je sais plus. J'ai un petit doute. En tout cas, moi, ça m'avait posé la question, j'avais entendu t'a le fait, col de la Roquette. Ça t'a Voilà, en tout interpellé. cas, c'est pas la même du tout parce que l'autre c'était dans les Alpes. Là aussi, c'est dans les Alpes, mais bon. Bref, passons cette anecdote un peu brouillonne, désolé. Donc voilà, cette preview de la 17e étape, elle fait 200 bornes et ce col de la Sentinelle, surtout qui va nous intéresser, Polo, qui peut être utilisé de manière différente par plein de coureurs, échappés, favoris, Ouais. baroudeurs. Plus échappé, je pense. Le col de la Sentinelle, il est marrant parce que quand tu te fies au profil, tu vois que c'est pas violent, que c'est même pas du 6%, c'est du 5,8%. Mais le problème, c'est que tu as une phase de replat hyper importante qui nivelle ce pourcentage vers le bas, alors que tu as quand même des pourcentages, notamment au début, qui sont de 7-8%, des belles petites pentes. Et
et dépend tous, que ce soit les baroudeurs ou même quelques favoris, s'ils ont un peu des fourmis dans les jambes, peuvent se tester. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je pense que c'est mine de rien un très costaud qui va l'emporter aujourd'hui. Il ne faut pas trop miser sur la descente, ni même sur un sprint entre 4-5 coureurs solides après. Moi, je pense que ce col de la Sentinelle, il y a moyen qu'il fasse mine de rien des écarts parmi ne serait-ce que cette grosse échappée, parce qu'à mon avis, on va avoir une grosse échappée aujourd'hui. C'est bien la Rochette. C'est bien. C'est bien la ça. Rochette. D'accord, donc j'avais tort. C'est bien la Rochette. Qu'est-ce que tu en penses de cette dernière chance pour les baroudeurs, selon toi? Ouais, je suis d'accord avec Paul. Après, on n'est jamais à l'abri qu'une échappée aille au bout dans les grandes étapes de montagne alpestre, mais aujourd'hui, c'est un profil type pour les baroudeurs, on est d'accord. Et bon, alors il y a une mini chance, on a toujours du mal à savoir si est-ce qu'un garçon comme Sagan peut passer cette dernière bosse. Il va tenter d'aller dans l'échappée, je pense. Il y a moyen aussi, ouais, en effet. Donc voilà, comme dit Paul, cette dernière bosse, elle devrait faire la sélection dans ce qui restera de l'échappée. Et les hommes forts doivent se révéler là-dedans. Et je pense pas que les favoris vont se bagarrer. Ils savent ce qui les attend dans les 3 prochains jours. Et je pense qu'on va se préserver encore une journée. On a Rampuy qui nous dit qu'il y a du goudron fondu Oui. dans la Déjà ce matin, en descente. plus, Et alors, on va en parler tout à l'heure de Kanya dans la chronique du vélo. Beaucoup ont perdu le tour dans ces descentes. Steven Kruijswijk. Alors, tu dis que les favoris ne peuvent pas s'attaquer. Est-ce que c'est pas la dernière chance pour Julien Alaphilippe peut-être de prendre... utiliser ce profil qui peut lui convenir. Il y a un passage à 10% dans cette montée. Il y a une belle descente de quasiment 10 bornes. Alors Polo, est-ce que c'est pas une chance pour lui? Parce qu'il sait que de toute manière, il n'en prendra pas du temps sur les étapes alpestres. Non, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que le débours d'énergie qu'il va dépenser s'il attaque pour reprendre ne serait-ce que des 10-15 secondes, allez, 20 secondes, 30 secondes, si le coup est vraiment très bon, ça va tellement lui coûter cher. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on va vivre dans ces 3 prochains jours. L'enchaînement des cols à plus de 2000 mètres, le dénivelé, le fait que ce soit en fin de tour, etc. Non, je pense qu'il faut arrêter de se tromper. Alaphilippe est magnifique, mais là, son objectif, c'est de garder le maillot jaune le plus longtemps. Et s'il a envie de le perdre rapidement, oui, qu'il attaque, parce qu'à mon avis, demain, il va prendre un retour de bâton terrible. Qui s'accroche, il n'y a pas besoin, il peut faire un petit écart. Franchement, il a le profil. Et après, est-ce qu'il a la force? On ne sait pas, mais en tout cas, il a le profil pour tenter d'attaquer et pour tenter de reprendre un peu de temps, comme à Saint-Etienne. Mais là, le fait est que là, on n'est pas dans le même dispositif. Là, il sait qu'il va avoir 3 jours affreux qui l'attendent. Il n'y a plus de journée de repos. Non, là, il faut qu'il garde le plus de force possible. Pardon. C'est ce qu'il dit en tout cas à Alaphilippe. Ouais. Moi là, j'imagine un scénario, on ne sait jamais. En tout cas, on le dit parce qu'après, on va nous dire vous parlez pas d'Alaphilippe, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire? Au moins, on est clair sur la stratégie possible. On met cette étape en première semaine. Je pense que Julien Alaphilippe essaye d'en profiter. Mais c'est les circonstances qui font qu'aujourd'hui, il a tout intérêt à s'économiser au maximum. C'est ce qu'il dit quand il veut courir désormais en maillot jaune. Voilà. Si Alaphilippe était à 30 minutes au général aujourd'hui, il aurait attaqué, j'aurais mis une énorme pièce sur lui. On découvre les pronos et tu as mis une pièce sur quelqu'un d'autre, Polo, c'était dur de choisir. Pour cette étape-là. C'est vrai, c'était dur. Tu as mis une pièce sur Lutsenko. Moi, j'ai mis Nils Pollitt et Robin, tu as mis Thomas de Rent. Lutsenko, Polo, du coup. Ouais, Lutsenko qui est fort. On le sait qu'il est fort. On l'a vu notamment sur les pentes en début de saison. Des pentes un peu similaires que le col de la Sentinelle. Être vraiment très bon sur un truc dans le Moyen-Orient, un tour dans le Moyen-Orient. Je confonds toujours tous. C'était pas le tour UAE, ça devait être le tour du Dubaï ou le tour des Émirats. Oman. Tour d'Oman, peut-être, ouais. Peut-être plus le tour d'Oman où vraiment il était vraiment fort sur ce genre de pente. Pas forcément sèche, pas forcément longue, dans un groupe d'échappés, sachant que finalement il a beaucoup bossé, que son leader a quitté la course. Je pense qu'aujourd'hui Astana va avoir beaucoup de bons de sortie. Et en fait, j'hésitais vraiment entre plusieurs Astana. Il y avait lui, il y avait aussi Omar Fraile, peut-être un Pello Bilbao qui aura à cœur de se rattraper après avoir été battu par Simon Yates. Mais voilà, j'ai choisi Lutsenko. J'aurais pu choisir un autre Astana, mais je pense qu'un Astana va être fort aujourd'hui. Thomas de Rennes pour toi. Ouais, parce qu'on l'a vu fort déjà sur Tour de France, que c'est le roi des échappées et que je le vois être à l'avant. Et quand il est à l'avant, il est forcément un candidat pour la victoire. Donc voilà. Et surtout, je voulais dire que les rouleurs doivent savoir. Tu m'as mis 2 points entre parenthèses. La vérité, c'est que normalement, je devrais avoir 3. Non. Je vous explique. Sur l'étape du Tourmalet, j'ai envoyé mon pronostic Thibaut Pinot, alors que j'étais absent de l'émission, mais j'ai envoyé mon pronostic à 11h43. Et pourquoi tu as envoyé le pronostic? 11h43. Non, en émission, Parce que tu l'as demandé. Voilà. Non, J'étais en pleine émission, j'ai pris la peine de t'envoyer un texto. Tu as eu l'audace de prendre 2 minutes pour répondre. J'avais déjà rendu l'antenne. Et du coup, j'ai dit, JB, que tu envoies à ta place, fais le pronostic à ta place. Si tu ne le fais pas,
confiance. Alors qu'il vient de ton propre centre de formation, Chronique Non, du c'est vélo. faux. Donc, C'était c'est pour l'étape du incroyable, Tour- ça, c'était c'est pour l'étape- scandaleux. c'était pour l'étape du Tourmalet, donc c'était samedi, pas dimanche. Bah, c'était Alexandre Pedro alors Voilà. qui te remplaçait, pareil. Et je C'est ton m'étais pas remplaçant. concerté avec lui. Donc il te remplace pour le quiz, mais pas pour les pronos. Voilà. Non, mais j'aurais ça. Alors, Pour là, le c'est ses pronos eh quand ben, il était en hélicoptère à Brioude. alors, à ce moment-là, tu prends pas le point des pronostics, mais tu prends pas le point du quiz non plus. Ok. Ok, très bien. Donc Polo Ça me va, hein. Moi je prends. De toute façon, mais- c'est pas sur les pronos que je vais gagner, alors que sur le quiz, j'ai encore un tu joues infime plus le espoir. classement général sur les pronos, tu vises une Voilà, je victoire sais pas d'étape. encore. au Moi, moins, je un joue point. partout jusqu'au bout. Et on parle aussi d'Astana Cort Nielsen. J'ai peur que ce soit un peu dur pour lui si ça visse un peu entre les meilleurs punchers grimpeurs de cette échappée. Même si il est très fort aussi et qu'il peut passer ce genre de course. En tout Ce cas, genre de- globalement, de on voit boss. donc tous les trois des baroudeurs. Ouais, tout à Des fait. baroudeurs capables de bien monter et de bien descendre. Voilà, j'ai mis Nils Pollitt qui a fait un très bon chrono. Il a fait top 15 Ça va être sur un le, peu dur sur pour le lui. chrono. Peut-être un peu moins bien, ouais. Voilà, après, bon, s'il a fait top 15 du chrono, c'est qu'il monte quand même pas mal Nils Pollitt. C'est un bon baroudeur. Voilà, donc je le tente de toute manière. Moi, je suis tranquille là. Pour voir Thomas de Rennes gagner, il a fait un énorme boulot hier. Si donc je ne vois pas forcément gagner. Nispolit gagne ce soir, là, j'arrête de. rend les armes. On rend les armes. Ouais, très bien, ça me va très bien moi. Donc voilà, c'est terminé pour cette preview. C'est l'heure de la chatroom, les amis, c'est ça? C'est ça, hein. C'est ça, je ne l'oublie pas aujourd'hui. C'est parti pour la chatroom. Cette chatroom qui va commencer par une question que j'ai vue un peu plus haut tout à l'heure. Quel coureur ressemble le plus à Alberto Contador dans le peloton aujourd'hui, les amis? Ressembler En termes de style. de style. De style, tu veux dire sur De le vélo manière ou de courir. De manière de courir. Moi, je dirais Fabio Aru. Alors, pas le Fabio Aru de. Il est plus heurté, je trouve, Fabio 12-18 Aru. derniers mois. Ouais, mais dans le panache, dans le fait de. Dans le pur grimpeur, finalement. Ouais, moi, je trouve quelques similitudes malgré tout. Moi, je dis dans la classe sur le vélo, j'irais plus sur un Thibaut Pinot, le bus vraiment droit quand il attaque, vraiment droit, comme je viens de le dire. Sinon, dans la globalité, je mettrais Enric Mas, espagnol, bon rouleur, assez aussi aérien, mine de rien, quand il est fort, c'est quand pas il le est en même forme en grimpeur, hein. montagne. Bah, c'est pas le même On grimpeur. ne sait pas encore. Mais il y a du style aussi là-dedans. Donc voilà, moi, si c'est pour le style de grimpeur, je dirais plus Thibaut Pinot. Aussi dans ce côté un peu panache, j'attaque dès que je peux. Sinon, j'irais sur Enric Mas, aussi plus complet, aussi excellent rouleur, espagnol, etc. Après Alberto, c'était le style, le charisme, plus le ça. palmarès monstrueux. Donc là, pour qu'il y en ait un seul qui se rapproche de lui, il va falloir faire de grosses performances. J'ai vu des questions sur Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui a annoncé à la Jumbo-Visma l'année prochaine. Polo, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Je trouve que dans l'idée de la Jumbo-Visma d'essayer de contrer la grosse écurie Ineos, ça peut être sympa. Ça peut vraiment donner un gros duel entre deux énormes équipes. Après, Il va y avoir embouteillage. va falloir régler un problème. Quand tu vois que Kreuzweig et Roglic sont incapables de courir tous les deux, comment tu leur mets un Dumoulin qui va rentrer dans la danse, un Georges Bennett qui montre qu'il va avoir des choses à demander dans son équipe en prochain. Tu rajoutes un 2+, qui est sur une progression vraiment hyper intéressante. Enfin, gérer tous ces égos. Hein. Accumulation d'égos, accumulation de talent, c'est bien, mais c'est aussi accumulation d'égos. Et voilà, gérer ne serait-ce que Dumoulin, Kreuzweig et Roglic dans un même tour, c'est tout bonnement impossible, je pense. Je regardais les fins de contrat là, à la Jumbo-Visma. Primoz Roglic, il est en fin de contrat en 2020. Kreuzweig en 2021, donc ce recrutement de Tom Dumoulin, mais plus malheureusement, enfin pour Primoz Roglic, c'est lui qui est un peu en danger. Ça lui que c'est ressemblait en danger. vraiment Tom Moi, je dirais Dumoulin. que c'est Kreuzweig qui est en danger. Parce que oui, alors il est en fin de contrat plus tard, mais c'est lui qui risque de se retrouver cantonné à un rôle d'équipier parce que, entre guillemets, Kreuzweig a eu sa chance depuis pas mal d'années. Il n'a pas réussi à aller chercher le podium sur Grand Tour que veut Jumbo-Visma, alors que Roglic a moins d'expérience et donc plus de marge de progression, on va dire. Et 29 ans quand même, Primoz Roglic. C'est pas un jeune. oui, il qu'on- est pas tout jeune, on est d'accord, mais l'année dernière sur le Tour de France, c'est lui qui avait la priorité de son équipe et Kreuzweig bossait pour lui, même s'il avait parfois un petit peu plus carte blanche. Cette année, c'est lui qui a choisi d'aller sur le Giro et Kreuzweig s'est adapté. Donc j'ai l'impression que la priorité jusqu'à maintenant est donnée à Roglic. Si Dumoulin arrive, ce sera sûrement priorité à Dumoulin, mais je pense que le numéro 2 sera Roglic. Puis Roglic gagne des courses, Tour UAE cette année, Tour de Romandie, on l'a vu, dès qu'il y a Tirreno aussi en plus. Voilà, non, Roglic gagne des courses et ça aussi pèse un peu dans la balance. Pourquoi on ne parle pas de Guillaume Martin, nous demande un membre de la chatroom. J'ai pas vu, désolé, le pseudo. Repose ta question si tu veux qu'on revoie ton pseudo. Pourquoi la question paraît, la réponse paraît simple. J'avais cru voir. Tu fais pas voir
voir peut-être. C'est ça, j'avais cru voir qu'il allait aller dans les échappées un peu au lieu de beaucoup plus, plutôt que de jouer le général comme il avait fait les 2 dernières années. Pour l'instant, on l'a peu vu, ou je dis une bêtise. Il faudrait pas qu'il se lâche un peu, Guillaume Martin. On a l'impression qu'il est très cadré, etc. Il fait un peu de folie quoi, dans ce qu'il fait. Il fait une bonne montée du Tourmalet, il a pris une échappée, il a pris une ou deux échappées même, mais à chaque fois il était trop juste. En fait, je crois que c'est au Prat d'Albi qui fait une bonne montée du Prat d'Albi, mais où il a pris l'échappée, où il s'est retrouvé vraiment juste, notamment face à des Après, il est encore placé au général. Et c'est peut-être le piège Top de 20, vouloir toujours. 19e, un truc comme ça, je suis pas sûr. Je vais aller vérifier. Et c'est peut-être le piège de toujours vouloir défendre malgré tout ce classement général dans un coin de la tête, sur les étapes où il n'est pas en échappée, d'essayer de s'accrocher. Et finalement, tu bouffes de l'énergie pour les jours où tu vas aller devant. Guillaume Martin, il est 15e à 13,42. Mais il est trop près. 13,42, sachant que en grand tour, il a déjà terminé 23e, 21e. Donc ce serait une progression pour lui. Et peut-être qu'il serait content de cela. Je pense qu'à la pédale, il est surtout... au moins pas plus en forme que les années précédentes, donc c'est difficile aussi même que ce soit dans une échappée ou à la pédale, de rivaliser. Anak Tedak, voilà. Difficile ton pseudo, désolé. Nous demande Julien Simon, aujourd'hui peut-il faire quelque chose, Robin? Moi, j'ai misé sur l'échappée, donc il faudrait qu'il soit devant. Je pense que la dernière bosse, elle est quand même dure. Alors on ne sait pas s'il est dans l'échappée, on ne sait pas avec qui il y sera, pardon. Mais j'ai du mal à imaginer que Julien Simon soit le plus fort de l'échappée dans la bosse finale, qui est quand même, comme Paul l'a bien souligné tout à l'heure, avec quelques pourcentages assez sévères par endroit. Donc, et en plus, Julien Simon, tout le monde est au courant qu'il sprinte bien, donc ça veut dire que tout le monde essaiera de le lâcher. Donc, Clairement, j'ai du mal à le voir s'en tirer aujourd'hui, ouais, clairement. Yo-Yo le chat nous demande combien d'étapes jusqu'au champ. Simple, 1, 2, 3, 4. Il en reste 4 et après le Tour de France sera malheureusement terminé. 5 avec celle des champs, quoi. 5 avec celle de champ, exactement, Romain. Précis, ouais. Tu as bien raison, mais c'est avant les paris qu'il nous a demandé. Donc voilà, c'est terminé pour la chatroom, les amis. On va pouvoir y aller pour la rétro chronique du vélo qui aujourd'hui est sur Luis Ocaña. C'est parti. On va repartir dans le passé, comme d'habitude, pour cette rétro-chronique du vélo. Et on va découvrir le Tour en photo, en une carte auquel on s'intéresse. C'est le Tour 1971. Vous allez voir qui est dessiné de manière un peu particulière déjà, Romain. Ouais, très, très particulière. C'est un des premiers Tours de France qui se détache de la topographie française et qui ne fait plus du tout le Tour de la France. Parce que pendant longtemps, on respectait un petit peu les contours de l'Hexagone. Là, on voit cette année 71, pas du tout. Et même avec la petite flèche qui est en bas à gauche, là, dans l'Atlantique, je ne suis pas sûr de comprendre le parcours. En fait, c'est une des premières années où on a des transferts entre villes. Il y en avait eu quelques-uns avant, mais c'était très rare. Et là, ça commence à se généraliser, en fait. Mais sur ce Tour 71, du coup, on va découvrir de qui on parle. C'est Luis Ocaña, que vous avez réservé sur Chronique du Vélo. Tu as fait un papier sur Luis Ocaña. Et donc, pourquoi aujourd'hui en parler, Ocaña, le seigneur à terre, mon Robin? Parce qu'on arrive aujourd'hui à Gap, qui est une ville historique du Tour et qui est surtout tout près de l'ascension d'Orsières-Merlette, qui est le théâtre en 71 de l'un des plus grands exploits de l'histoire du Tour, réalisé du coup par Luis Ocaña, qui fait exploser dans cette montée Eddy Merckx. Alors à l'époque, Luis Ocaña, on le voit avec alors là, on voit qu'il est maillot jaune sur cette photo, mais on voit la casquette bic orange et blanche, vraiment un ensemble qui était à l'époque magnifique. Donc l'Espagnol à cette époque-là, il a 26 ans, il se casse les dents sur Eddy Merckx depuis 2 ans sur le Tour de France. Mais on commence à se demander, est-ce que Eddy Merckx est imbattable? Parce que Ocaña a gagné la Vuelta malgré tout en 1970. Il a mis le Belge en difficulté sur le Dauphiné en 71. Et on se dit que si quelqu'un doit le battre sur ce Tour de France, c'est Luis Ocaña. On le voit là, cette fois le maillot dont je parlais, orange et blanc. Et donc à Orsières-Merlette, ce Merckx, cet Eddy Merckx qu'on disait jusqu'à peu de temps imbattable, il a un énorme coup de pompe. Alors, il en a déjà eu un peu plus tôt dans le Tour de France au Puy-de-Dôme. Mais là, c'est le coup de grâce, si on peut dire. C'est une étape courte entre, je ne sais plus d'où elle part, j'ai oublié. Mais une étape de 134 km. Elle part de Grenoble, il me semble. De Grenoble, ouais, ce que j'allais dire. J'allais dire une bêtise, mais il me semble qu'elle part de Grenoble. Ouais. Ça m'est revenu. Bien joué, Paul. Et donc, il part au bout de 17 km, Luis Ocaña. C'est très tôt dans l'étape. Et il part avec des garçons qui sont pas des clowns à l'époque. Joachim Agostinho, Job Zoetemelk et Gotha Peterson. Et ils font un gros bout de chemin ensemble. Quelle petite échappée. Il part au kilomètre 14, hein, je sais pas, j'étais un peu dans la liste, mais oui, tu l'as dit. Il a dit ça, 14. J'ai dit 17. C'est incroyable. Il me semble que c'est 17, mais on ça va pas chipoter, exactement. Ouais.
Et Merckx, lui, il ne suit pas, il est à la dérive. Alors Ocaña, il met des relais de plus en plus forts, évidemment, pour essayer de faire basculer ce Tour de France, parce qu'à ce moment-là, Eddy Merckx est encore maillot jaune. Et dans le col du Noyer, qui porte bien son nom, Ocaña écœure tout le monde. Zoutmelk, Agostinho, Peterson, il part tout seul et va seul vers l'ascension de Dorsière-Merlet, où il est transcendé véritablement. Son manager, son directeur sportif, plutôt Maurice Demure, tente de le tempérer. Il lui dit Louis, c'est bon, tu as course gagnée. Ocaña dit il y a combien d'écart avec Merckx? Son directeur sportif lui répond 7 minutes. Il dit bah alors il y en aura 8 à l'arrivée. Et donc il fonce, il met tout ce qu'il a dans l'ascension Dorsière-Merlet, pardon, c'est pas facile à dire. À l'arrivée, il a 8 minutes 42 d'avance sur Eddy Merckx. Il a, dit-on, le Tour gagné et même Eddy Merckx le dit, je ne vois pas comment le Tour pourrait lui échapper. Il a été audacieux sur ce tour-là au Ocaña et il a d'abord été récompensé, Polo. Bah, c'était le plus fort. Donc à partir de ce moment-là, à cette époque-là, quand tu étais le plus fort, tu avais quand même des physionomies de course qui te permettaient de faire d'énormes écarts. Et pour le coup, Eddy Merckx, on le sait depuis son premier tour gagné en 69, on sait qu'en montagne, mine de rien, il va avoir de plus en plus de mal au fil des années, même si ça reste un coureur monstrueux. Et quand tu tombes face à un grimpeur du talent qu'est Luis Ocaña, tu souffres. Et au final, face à Luis Ocaña, en 71, il a souffert dans les très grandes largeurs, notamment sur cette étape. On arrive sur l'étape 14. Luis Ocaña donc, porte le maillot jaune depuis 3 jours, mais il y a une étape, Revel-Luchon, qui va être fatale pour lui. Oui, c'est ça. C'est finalement 3 jours après le plus grand exploit de la carrière de Luis Ocaña. Il y a le plus grand drame de sa carrière et l'un des plus grands drames aussi de l'histoire du Tour de France, parce que Luis Ocaña va perdre le Tour. Eddy Merckx en fait est révolté après cette étape d'Orsière-Merlet où il a perdu plus de 8 minutes et il pense avoir perdu le Tour, mais il se dit malgré tout qu'il va pour son honneur, pour l'honneur d'un double maillot jaune du Tour de France, tout donner jusqu'à l'arrivée. D'ailleurs, il prend pas le maillot jaune au début. Non, et donc surtout sur l'étape, je crois que c'est le lendemain d'Orsière-Merlet ou 2 jours après, une arrivée à Marseille. Merckx fait une échappée fantastique et il arrive avec plus de 2 minutes d'avance sur Luis Ocaña. Alors il va pas gagner le Tour comme ça, mais il montre malgré tout qu'il abandonne pas. Et sur cette étape entre Revel et Luchon, c'est la même chose. Il veut mettre Luis Ocaña en difficulté le plus possible, même si ça suffit pas pour gagner le Tour. La vérité, c'est que Ocaña, il est transcendé, il est surtout très très fort, donc il lâche pas Merckx d'une semelle. Et on arrive dans ce col de montée, dans la descente de ce col de montée où Eddy Merckx descend à tombeau ouvert le plus vite possible. Et Eddy Merckx c'est un très bon descendeur, mais il pleut, il y a de l'orage, et Eddy Merckx chute et emmène dans sa chute Luis Ocaña qui est juste derrière lui. Jusque-là, rien de dramatique. Merckx se relève, repart tout de suite. Ocaña veut faire pareil. Sauf qu'au moment où il se relève, il a Job Zoutmelk qui arrive dans cette descente, qui le percute de plein fouet. Et là, par contre, cette fois-ci, Ocaña retombe et cette fois-ci, il ne se relève pas. Job Zoutmelk, lui, repart, mais le maillot jaune, il est dans ce ravin. Voilà, on voit l'image à côté. Avec tout le monde qui accourt, Jacques Godet, le directeur du Tour, qui accourt, et tout le monde qui est en train de comprendre que Luis Ocaña ne repartira pas et que son Tour de France va s'arrêter là. Il est transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Saint-Gaudens. Finalement, il n'y a pas de fracture, mais d'énormes contusions qui l'empêchaient évidemment de repartir. Sur son lit d'hôpital, il répond à quelques journalistes. Il dit « La douleur physique, ce n'est rien. Je suis très triste d'avoir perdu le maillot jaune, d'avoir perdu le Tour dans de telles conditions. Ce Tour, j'allais le gagner. » Voilà, on voit la déclat. Et c'était quasiment fait. Il pouvait presque plus rien lui arriver à part un événement comme ça. Quand il parle de Merckx, il dit même qu'il voulait le contre-attaquer, le planter dans le col suivant de cette même étape. Donc il n'avait pas l'ambition de se laisser faire par Eddy Merckx, mais finalement c'est donc bien Eddy Merckx qui va remporter ce Tour de France. Le lendemain matin, il refuse de porter le maillot jaune malgré tout. Il pense même à abandonner et c'est son entourage qui le convainc, dont notamment son directeur sportif qui lui dit il faut pas laisser Van Impe ou d'autres mecs gagner ce Tour, c'est des mecs qui n'attaquent jamais. Alors Eddy Merckx, ça le pique un peu dans son ego. Il dit bon, très bien, je vais rester, je vais gagner ce Tour de France. Mais il dira à l'arrivée, je ne sais pas si on a la déclat, je me trompe peut-être, mais il dit quoi qu'il arrive, j'ai perdu ce Tour. Il restera toujours un doute. Et quelques années plus tard, il dira aussi à l'équipe, j'aurais préféré terminer 2e après avoir livré bataille tous les jours plutôt que de gagner comme ça. Et il ira même rendre visite le lendemain de la chute de Luis Ocaña. Il ira à l'hôpital de Saint-Gaudens lui rendre visite avant le départ de l'étape. Preuve du respect qu'il y a entre les deux. Mais voilà, ce Tour 71 restera comme le grand drame de la carrière d'Ocaña. Là, c'est la photo où après, voilà, il gagne le Tour 73. On va en parler après. Polo, on est typiquement dans ce genre d'anecdote tragique. Quand on perd le Tour sur une chute, c'est terrible, mais voilà, dans des conditions apocalyptiques. Et que cette confiance pour Luis Ocaña, qui avait encore 6-7 minutes d'avance sur Eddy Merckx, et qui n'avait pas besoin de prendre autant de risques dans la descente du col de Montée. Mais en fait, le problème d'Ocaña, et tu l'as très bien résumé sur l'étape d'Orsière-Merlet, c'est qu'il ne voulait rien laisser à Merckx, il voulait vraiment le mettre 6 pieds sous terre. Cette anecdote de son chien qui s'appelait Merckx parce qu'il voulait il l'appelait au pied Merckx, etc. Il avait vraiment
pas un complexe d'infériorité face à Eddy Merckx, mais je pense qu'il avait, ça lui donnait une rage tellement importante et cette idée de le battre sur ce tour 71, ça l'a tellement transcendé que et ça lui a réussi sur cette étape d'Orsières-Merlette où il fait d'énormes écarts, mais ça lui a aussi coûté finalement cette victoire où il a voulu être trop gourmand sur le col de Manté où les conditions étaient catastrophiques, où il n'avait pas forcément besoin de coller Eddy Merckx, peut-être lui laisser 1 ou 2 minutes d'avance. C'était un débours qu'il aurait largement pu garder jusqu'à Paris. Voilà, péché d'orgueil, excès d'orgueil pour Luis Ocaña qui se rattrapera 2 ans plus tard. Exactement, Polo, il se rattrape 2 ans plus tard, seulement parce que l'année d'après, en 72, il abandonne parce qu'il a une infection au poumon gauche, et il revient en 73, et là, il va enfin arracher sa victoire, Robin. Ouais, et il gagne le tour, mais il gagne un tour où il n'y a pas Eddy Merckx, parce que Merckx est indésirable, et on lui fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il vienne. Il a déjà gagné 5 tours. Merckx, Il en a gagné 4 à ce moment-là. Et Merckx, il venait de battre Ocaña sur la Vuelta, il venait de battre Gimondi sur le Giro. Voilà, il a pris ses petites vacances, il voulait pas se faire chier sur le Tour de France. Ce qui c'est Jacques Godet qui lui a dit de ouais, pas plus ou moins. Il y a eu un arrangement pour qu'Eddy Merckx ne soit pas là parce que ça lassait tout le monde d'avoir une telle domination. Et donc Luis Ocaña gagne avec un quart d'heure d'avance sur Bernard Thévenet, un tour où il y a beaucoup moins de concurrence. Bernard Thévenet est un futur vainqueur du tour, mais en 73 il est encore un petit peu tendre. Et Luis Ocaña finalement ne gagne pas le tour dont il aurait rêvé, parce que lui il rêvait de gagner le tour 71 où Merckx était très fort et où il voulait mettre Eddy Merckx dans les cordes, mais cette victoire malgré tout en 73 elle restera marquée elle aussi par un grand exploit sur une étape qui passait par le col de la Madeleine, le Galibier, l'Izoard, et qui arrivait aux Ors, donc une étape quand même avec énormément de difficultés et des difficultés mythiques. Ocaña repousse tous ses adversaires à plus de 7 minutes au général, enfin sur l'étape et donc au général, donc une nouvelle fois un grand exploit de Luis Ocaña. Mais voilà, comme il n'y a pas Merckx, c'est différent. On le compare malgré tout à Coppi ou Koblet de par cet exploit un peu à l'ancienne, on dit déjà à l'époque, et Luis Ocaña il répond, j'ai vu passer la déclat tout à l'heure, chacun court à sa manière, voilà, il veut pas être comparé ni à Coppi ni à Koblet, c'est trop différent, moi je suis Ocaña. Donc voilà, il veut s'affirmer aussi comme un vainqueur du Tour. Il n'a pas gagné en 71, mais il veut avoir le plus de légitimité possible. C'est quelqu'un qui a toujours souffert de ça, de ne pas avoir la reconnaissance par les résultats aussi. Bien sûr. Et qui veut avoir sa propre personnalité, son propre style de course. Il est resté dans l'histoire finalement a posteriori parce que tout ça a été très marquant, mais sur le moment, il avait sûrement l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Mais entre Merckx et Ocaña, il n'empêche qu'il restera un grand respect, même si, comme tu as dit, Polo, Ocaña avait appelé son chien Merckx pour le plaisir de le voir obéir à ses ordres. Finalement, il y aura toujours entre les deux beaucoup de respect, d'admiration, avec notamment cet épisode d'après sa chute au col de Manté où Eddy Merckx était allé le voir à Saint-Gaudens. Je crois qu'il y a eu aussi des visites de Merckx à Mont-de-Marsan où vivait Ocaña depuis son arrivée en France. Et bien la fin d'Ocaña sera malgré tout tragique parce qu'il met un terme à sa carrière en 77. Ensuite, il est touché, une mort à petit feu pour lui parce qu'il explique qu'il revivra jamais les émotions qu'il a eues sur le vélo. Ensuite, il est touché en 94 par une hépatite puis un cancer du foie. Et alors qu'il lui reste plus très longtemps à vivre, il se suicide chez lui à 48 ans. Voilà, c'est la mort d'un seigneur, comme l'écrivait Antoine Blondin. Antoine Blondin qui a toujours défendu Ocaña en disant qu'il n'avait pas gagné un tour au rabais, que le fait que Merckx ne soit pas là ne changeait rien, et qui écrivait à propos d'Ocaña, c'était un géant, c'était un seigneur, c'était le soleil. Et il était mort d'un cancer, il mourait d'un cancer à petit feu, un cancer du foie. Polo, Ocaña, va à Montes, Contador, c'est des grimpeurs espagnols qui nous ont fait rêver par leur style. Quand on pense grimpeur, on pense à ces gars-là. Ouais, puis grimpeur, puis aussi ce côté de mettre en péril la domination de géants. Je pense que c'est surtout ça qui plaisait chez Ocaña et Antoine Blondin l'a bien résumé. Je pense que ce Tour 71 après, au final, ça a aussi fait sa légende, Ocaña, mine de rien. Donc, c'est aussi ça aussi qu'il faut gérer. Ce Tour 71, s'il le gagnait avec autant d'avance, il n'aurait peut-être pas eu le même statut aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il a cette espèce de perdant magnifique face à un Merckx ultra dominateur à qui on pensait qu'il ne pouvait rien arriver. Le fait qu'il gagne en 73 sans Merckx rajoute aussi un peu à ça. Et au final, je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de ce coureur, c'est cet aspect battu par Merckx, alors qu'il aurait pu le battre et que finalement, il n'y est jamais arrivé, que ce soit sur le Tour ou sur d'autres courses. Il est fascinant, Luis Ocaña, c'est un puits d'anecdotes en fait. Oui, et puis c'est un coureur qui avait beaucoup de classe, donc qui était très apprécié des observateurs et des suiveurs, des journalistes. Voilà, c'était dur de ne pas aimer Luis Ocaña, un Espagnol qui vivait à Mont-de-Marsan, qui parlait très bien français, qui s'était parfaitement intégré. Donc le suivre sur le Tour de France, c'était un plaisir pour les suiveurs. Ouais. Ouais, il habitait en France, à Mont-de-Marsan exactement, et pendant plus de 10 ans, même déjà. Oui, il est arrivé en 57. Il est arrivé en 57, donc c'est quelqu'un qui a épousé la France, le Tour de France, qui vouait un véritable culte au Tour de France. C'est logique qu'il soit aujourd'hui dans des
rétro-chronique du vélo. On parle de qui demain, Romain? On va parler de Bernard Thévenet et de l'Izoard en 1975, avec encore un petit peu d'Eddy Merckx, justement. Bernard Thévenet, un des champions français, Paul, qu'on connaît beaucoup moins bien. Logiquement, il a gagné 2 Tours de France pourtant. Ouais, mais pourtant, il y a des choses à dire. Tu verras demain. Exactement. Voilà, Ocaña, Cyprès de Merckx, c'était la rétro-chronique du vélo du jour. On va passer désormais au quiz, les amis. Bah oui, dernière partie d'émission, c'est parti. Je vois Polo et Robin de part et d'autre sortir leurs petites ardoises tels des bons petits élèves. Ne vous inquiétez pas, le début du quiz, vous n'allez pas avoir besoin des C'est ardoises. vrai? Vous allez simplement devoir avoir du répondant rapide. Ok. Vous allez voir, je pose une question et vous allez devoir y répondre le plus rapidement possible. Première question. Vous allez devoir trouver un membre du top 10 2010 qui est autrichien. Cole. Non, Autrichien. Je l'ai pas. vous l'avez pas. C'est quoi sa place? Il est 8e si je me souviens bien. 8e ou 7e. C'est pas Bernard Cole, non? La Cole, c'est 2008. Je peux vous donner les initiales GT. George Touching. George Touching. Bravo. 2010? Ouais, Ah, j'aurais pas cru. 2000. 2010, ouais. Eh bah, je croyais que c'était beaucoup plus vieux en fait. Bon, je vais Ah ouais, vérifier non, si bah tu veux. maintenant que tu le dis, maintenant ça me va 2010. Hein. C'est vrai C'est la période dans laquelle je l'aurais mis. Mais pour moi, il était allemand, donc. Je peux revérifier, je peux Non, revérifier. passons à la question suivante, passons. Donc voilà, Je veux question pas remettre en suivante. doute Question tes, suivante. Merde, si je me trompe, on me le dit dans le chat, il n'y a pas de problème. Deuxième question. Quel coureur a mis une fessée à un spectateur durant ce Tour de France? Colbrelli. Colbrelli. Ah Bravo, oui, Polo. exact. Quand ça parle de Ouais, fesses, qui Polo, il est là. montrait- qui On montrait n'est ses pas les fesses sur fesses le bord de la d'homme, hein, route. soyons d'accord. Un partout. Qui a gagné le Tour de France 77? Thévenet. C'est venu. Thévenet devant. Kuiper. Super. Bon, ça fait un Ah bah là, Ça fait 2-1. Quel coureur aurait proposé un pot de vin de 1500 € à Marco Pantani pour contrer Jan Ullrich en 97? Brice. Non. Un coureur qu'on connaît bien. Ah, Virenque. ouais. Bravo, Polo. J'allais dire Virenque, mais je me suis dit j'avais déjà répondu une fois. Richard. Richard. Qui Ouais, avait- bah fallait faire dans l'ordre hein, de ses Ouais, coéquipiers, de c'est ses vrai. adversaires à cette année-là. Voilà, ça fait partie. Voilà, on me dit Touchnig, effectivement, les gars, Ah. c'était plus tôt. Donc voilà, ma faute. Ah oui. Donc ça Ouais. fait. Voilà, et Richard Virenque, d'ailleurs, bon, ça fait partie de la légende du Tour. Hein, c'est un autre cyclisme, mais qui avait déjà acheté, paraît-il, sa victoire à Courchevel contre Ah oui. Jan Ullrich. Voilà. Mais voilà, ça faisait partie. Voilà, On je se te fait- donne, on se tu me faisait donnes, on se je faisait te des soins redonne. dans le peloton. Ouais. Voilà, exactement. Énumération. Vinokourov était pas mal là. Oui, Exactement. Donc ça fait, du grand coup, professionnel. bon, désolé, j'enlève la question sur Touchnig. Hein. Ah bon? Ça fait, Alors bah, que j'ai trouvé? Bah non, mais t'as pas trouvé, t'as trouvé. Alors, je t'ai donné, Mais j'ai j'ai soumis donné le les fait qu'il y avait initiales, ma peut-être une question est erreur. fausse, donc voilà. Donc voilà. Ah là là. On Énumération. ferait tout pour faire gagner Paul. hein. Non, ça fait 2. Énumération du top 10 du Tour de France 2015. Ok. Polo, toi premier. Froome. Premier, Quintana. deuxième, 2015, j'ai aucun souvenir de ce tour, c'est catastrophique. J'ai le top 5. Après, ça sera plus. Richie Porte. non, il y est pas, Richie. Il y a, Il y a Rodriguez. Valverde, Nibali, Contador, Gessing, Kreuziger est là, non? Molema, Mathias Aucun Franck, souvenir du Pierre, tour 2015. Romain Bardet et Pierre Roland. Voilà, et Pierre Roland. Voilà, J'aurais été, quoi qu'il arrive, c'est un tour qui est totalement sorti de mon esprit. je peux mettre une dernière question, si tu veux, Polo, pour relancer un peu. Oui, allons-y. Avant à qui suis-je? Dans quel col John Gadret a refusé de donner sa roue à Nicolas Roche. Anecdote géniale. Andorre Arcalis. Non, Ah, c'est dur ça. Ouais, c'est dur. hein. C'était du début de tour. Axe 3 Domaine. non, Tu sais nous dire l'année ou pas? L'Aspin. Ah, l'année, là, j'avoue que. Non, mais j'en ai aucune idée. Bah, dis-nous le massif. Ça part de Bannière de Luchon. L'Obisque.
Non, Non, ça part pas de bannière du jeu. Ah, c'est le port de Balès. Ah ouais. Dans le Ah, port je de l'aurais Balès. pas eu. Raconte-nous cette anecdote géniale, Polo. Bah non, t'as tout dit. Nicolas Roche qui était favori, même si les deux étaient mal placés, pas hyper bien placés chez AG2R. Nicolas Roche était le C'était autour de favori. la 15e place, quoi, au général. Voilà, c'est ça. Nicolas Roche était un peu au-dessus, je crois. Et en fait, Nicolas Roche crève ou un problème mécanique, je sais plus lequel. John Gadret lui passe devant. John Gadret qui était un peu lâché. John Gadret ne s'arrête pas pour l'aider. Donc, Grosse tension à Incroyable, l'arrivée. grosse tension à l'arrivée. Alors que Nicolas Roche était Il voulait lui arracher la tête. était tout simplement. le leader de AG2R. Il voulait lui arracher la tête, John Gadret. Pourtant, il est encore très supporter de la Movistar aujourd'hui, John Gadret, qui après est parti De la chez Movistar, Bah, il a couru parce qu'il a couru Il dit j'ai après. envie qu'un Français gagne, mais je suis surtout supporter de la Movistar. Oui, bah qui s'embête pas parce que là, il peut supporter un Français tranquillement. Ils sont pas rivaux. Hein. Exactement. Qui suis-je pour terminer? Si Vas-y. vous voulez. Allez, bon, je l'ai pas préparé, mais je vais le prendre comme ça. J'ai commencé ma carrière pro en 2000. J'ai fait quasiment toute ma carrière dans la même équipe, une équipe régionale. Je l'ai terminé dans une équipe américaine. J'ai fait 4 ans dans une équipe américaine. Je viens de la péninsule ibérique. Donc je suis ou espagnol ou portugais. Paulinho, Ce n'est pas Paulinho. je le tente à chaque quiz, j'ai l'impression. J'ai été leader de mon équipe, mais pas toute ma carrière. Au début de ma carrière, Mosquera mon leader, ce n'est pas Mosquera, c'était Iban Mayo. On l'a dans le chat. Zubeldia, Ce n'est pas Zubeldia. Anton Non, Non, Ce n'est pas Igor Anton. Ouais. J'ai aujourd'hui 41 ans, je suis né à Oviedo, en Espagne. Samuel Sanchez. Oui, Oviedo, Sanchez. c'était bon. Bravo, Robin. Le duel sera sans pitié, effectivement, Robin. Et sans pitié, quand il a la réponse, il n'attend pas. Non. Ah bah, il a raison. Hein. Il ne lui laisse aucune chance. Non, en Aucune plus, là, ça allait aller vite. On savait que c'était les Basques de Skeltel. Ah, exactement. On regarde la fantaisie après cette victoire dans le quiz de Robin qui commence à bien s'échapper, mais qui a repris un point qu'il a perdu pendant l'émission. Donc voilà, Cyclo Gogo qui décidément Ça passe les 10 est 000. incroyable. On va voir s'il passe. Ah, mais attends, il a pas beaucoup d'avance. Hein. Il n'a pas beaucoup d'avance, mais il tient bon. Hein. Et le podium reste quasiment le même. Donc voilà, 10 200 points. Il a passé la barre des 10 000 points. On va voir s'il tient les Alpes. Ça Notre va, ami c'est ça, là, Cyclo Gogo. tout est possible désormais dans les 3-4 jours qui arrivent. Ouais, c'est clair. Exactement. Soyez Tout peut se bons, les passer. mecs. Il faut faire les bons transferts. On verra si Gary, voilà de son prénom, tient bon. Les gars, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. On est encore tous les 3 présents. Bah oui, Ah bah ouais, là, jusqu'à Paris maintenant. Jusqu'à Paris. Ouais. Jusqu'à Paris, on est Enfin, ensemble. nous, on bouge pas vraiment Voilà. de Paris, mais le tour arrive, quoi. Et on se retrouvera du coup pour un récap de l'étape 17, mais aussi une preview de l'étape 18. À demain, les amis. Salut.